Bonjour à tous, je vais vous montrer aujourd'hui un beau combat. Un combat qui s'est déroulé lors de la 7e ronde du tournoi des candidats, qui va permettre de désigner le futur challenger au champion du monde, Magnus Carlsen. Alors le tournoi se déroule au moment où je vous parle, et dans cette 7e ronde, deux bons joueurs. Richard Rapport avec les Blancs, un jeune joueur, créatif, ambitieux. Et il affronte Jan Niepomniachtchi, l'ancien opposant à Magnus Carlsen lors du dernier championnat du monde. Alors si Jan Niepomniachtchi s'était fait battre assez sèchement, il n'en demeure pas moins que dans ce tournoi de candidats, il est là, il répond présent. Certainement en raison de sa préparation. Il s'était beaucoup préparé contre Magnus Carlsen, alors ses préparations n'avaient pas toutes pu être mises en place, mais elles lui servent maintenant. Il peut ressortir des idées qu'il avait travaillées contre Magnus Carlsen, et il est en train de les remettre en place contre ses adversaires. D'ailleurs, il est en tête de ce tournoi des candidats. Alors dans cette partie, Richard apporte à les Blancs, et il commence par le coup E4. Niepomniachtchi répond symétriquement par E5. Cavalier F3 en attaque le pion du centre, et il est assez habituel de jouer cavalier C6 pour le défendre. Mais Jan Niepomniachtchi va plutôt jouer cavalier F6, qu'on appelle la défense russe. Alors il va contre-attaquer sur le pion E4. Richard Rapport prend E5, et là, les noirs vont d'abord jouer D6 avant de prendre le pion en E4. Parce que si on prend le pion en E4 tout de suite, il y a un coup pénible à gérer pour les noirs, c'est le coup dame 2, et ça c'est pénible, parce que ça attaque le cavalier, mais ça crée un vis-à-vis très désagréable sur le roi noir. C'est pourquoi, après cavalier prend 5, les noirs ne reprennent pas en E4, ils jouent d'abord D6, ils repoussent le cavalier blanc, et maintenant ils prennent en E4. Ils ne redoutent plus le coup dame 2. Alors c'est pas ce qui a été joué dans la partie, mais si les blancs jouent dame 2, certes ils attaquent le cavalier et le clouent, mais tout l'intérêt d'avoir joué D6 et d'avoir repoussé le cavalier blanc, c'est de pouvoir maintenant jouer dame 7 et de défendre le cavalier tout en déclouant. Parce que si on défend le cavalier simplement par D5 sans le déclouer, eh bien les blancs pourraient jouer D3 et le cavalier est perdu. Mais c'est pour ça que dame 7, ici, résout les problèmes. Mais donc, dans la partie, les noirs ont d'abord joué D6 pour repousser le cavalier blanc, et ils ont maintenant pris le pion en E4. Donc on a dit que sur dame 2, il y aurait tout simplement dame 7, c'est pour ça que les blancs vont jouer un autre coup. Ils vont jouer D4. Oui, mais on pourrait se dire que D3 c'est meilleur. On chasse le cavalier et après on joue D4. Mais non, la plupart des bons joueurs ici jouent D4 immédiatement. Pourquoi? Parce qu'ils veulent laisser le cavalier en E4 pour qu'il soit une cible lorsque le fou se mettra en D3. Donc les noirs jouent D5, ils protègent le cavalier et donnent la case D6 à leur fou. Donc fou D3, fou D6, petit roc et petit roc. Et là, pourquoi on a voulu laisser le cavalier en E4? Eh bien, ça prend forme maintenant, on comprend, parce qu'il y a le coup de C4. Et on attaque le pion D5, on sape le pion D5 qui est le défenseur du cavalier en E4. Alors les noirs consolident par C6, et là il est assez courant de voir des coups comme tour E1 ou cavalier C3 qui sont joués. Mais là, Richard Rapport va jouer un coup plus rare. Il va jouer dame B3 pour mettre sous pression le pion D5, mais également le pion B7, pour essayer de paralyser le fou C8. En réalité, son coup va échouer. Il va échouer à mettre la pression sur D5, comme à mettre la pression sur B7. Alors pourquoi cela échoue? En réalité, un bref calcul tactique nous permet de comprendre que le pion D5 est incomestible. Si on prend D5 avec le pion, les noirs reprennent. Et si on reprend encore avec la dame, elle sera sous le viseur de la dame noire qui rêverait de l'attraper. C'est pour ça que les noirs pourraient faire ce qu'on appelle une attaque à la découverte en faisant fou prend H2 échec. Alors certes, le fou se sacrifie, mais ça permettra ensuite à la dame noire de ramasser la dame blanche. Donc le pion D5, non, on ne peut pas y toucher. Quant à l'attaque sur le pion B7, on peut se dire oui, ça paralyse le fou C8, parce que derrière, si la dame prend B7, elle attaquera la tour. Eh bien non. Jan Niepomniachtchi méprise totalement cette pression sur B7, et il va jouer fou G4. Alors pourquoi il fait cela? Eh bien, bien entendu, il met la pression sur le cavalier F3, il menace une destruction du roc, avec le fou qui pointe en direction du roc, le cavalier qui est pas trop loin, et la dame qui pourrait s'engouffrer dans les brèches dès que le cavalier F3 est éliminé. Par exemple, une variante illustrative de la déroute qui pourrait s'en suivre, c'est dame prend B7, fou prend F3, dame prend tour, et là, fou prend H2 échec. Et c'est terminé, et le roi blanc ne peut pas survivre. S'il vient en H1, il y aura dame H4 de toute façon, et sur roi prend fou, dame H4 échec, roi G1, dame G4, on menace dame G2 mat. Le seul coup pour éviter de se faire mater, c'est G3, mais la dame s'engouffre, s'infiltre sur les cases blanches, avec des menaces de mat en G2, mais également de mat en H1. Alors vous allez me dire, oui, mais après fou prend F3, ici, les blancs ne sont pas obligés de prendre la tour.
ils peuvent prendre le fou d'abord. Mais la dame noire arrive quand même, dame H4. La dame blanche s'est excentrée, elle s'est exilée sur le flanc gauche de l'échiquier, donc le roi, il est démuni ici, il est scellé. On menace dame prend H de mat, avec l'aide du fou. Et si les blancs tentent de fermer la diagonale par F4, on a deux choix. On pourrait jouer cavalier G5, on ne redoute pas pion prend cavalier, puisque ça permettrait dame prend H de mat avec le fou. Et le cavalier s'associe à l'attaque en menaçant les cavaliers F3 ou cavalier H3 échec. Bon, là, ça serait cavalier F3 surtout. Et on a une autre menace sur F4. C'est pas de jouer cavalier G5, mais c'est de faire dame G4 échec, roi H1, dame F3 échec, puis après on prend le fou. Donc non, ça va pas pour les blancs, cette histoire. Donc, après fou G4, ici, on ne redoute pas dame prend B7 parce que fou prend F3 va tout démolir. Alors j'ai consulté un petit peu ma base de parties dans cette position, pas énormément de parties jouées sur cette position. On retrouve quand même une ancienne partie jouée par Nigel Short, le grand maître anglais, face à Hari Krishna. Une partie de grand maître donc, et dans cette position, Nigel Short avait joué cavalier BD2. Il vient défendre le cavalier, mettre la pression sur le cavalier en E4, même si ça masque un peu le fou C1. Mais dans cette position, Richard Rapport va décider de faire fou prend cavalier, E4. Pion prend, et cavalier G5. Alors, Nipponyachi joue fou E7, il double les attaques sur le cavalier, en même temps, il libère la pression sur D4. Par contre, il ne résout pas le problème de B7. Et donc, il va s'en suivre quelques échanges qui vont totalement rendre la position chaotique. Il va y avoir ici cavalier prend E4, dame prend D4, dame prend B7, attaque fou, attaque tour, mais évidemment, il y a dame prend cavalier qui protège le fou, et maintenant, dame prend tour. Et cette position est très asymétrique. On a une asymétrie au niveau de la structure de pion, mais également au niveau du rapport matériel. Alors au niveau de la structure de pion, les blancs ont un pion de plus, et ils jouissent une majorité de pions à l'aide de l'âme, de 3 pions, contre 2 pions qui sont même isolés. Donc la structure de pion, elle est meilleure pour les blancs, bien sûr. Et au niveau du rapport matériel, nous avons une qualité de plus pour les blancs, c'est-à-dire qu'ils sont de tour, mais les noirs ont un fou de case blanche supplémentaire, le fou G4. Et bien sûr, c'est au noir de jouer. Alors, là, je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour essayer de trouver le coup joué par Nepomniachtchi. Un des coups les plus importants à trouver dans la partie. Alors, à tout de suite. Alors, j'espère que vous avez eu des idées. Comment? Qu'est-ce qu'il y a, Samy? Tu veux répondre toi aussi? C'est Samy, il travaille à Europe Échecs, en fait c'est notre patron. Il est gentil, mais bon, il n'est pas très très fort aux échecs. Hein? Oui? Ah! On a le fou de case blanche, donc il faut jouer sur les cases blanches. Ah bah t'as progressé, c'est bien. Bon, vous l'avez compris, Samy n'est pas là. Mais ça lui fait un petit clin d'œil, il va peut-être apprécier, ou pas d'ailleurs. Dans cette position, en tout cas, le virtuel Samy avait raison. On a le fou de case blanche, donc il faut jouer sur les cases blanches. Et là, le pion le plus important pour les blancs, c'est le pion G2. Parce que c'est le seul pion qui défend les cases blanches de l'aile roi, du petit roc des blancs. Et donc il faut s'en prendre à lui. Et Nepomniachtchi l'a compris. Et il va jouer immédiatement fou H3. Menace dame prend G2 mat. Alors, soit on prend le fou, soit on tente de se solidifier en jouant F3 sur les cases blanches, mais en réalité, le problème, c'est qu'on permet au fou de case noire de se joindre à l'attaque. Et après fou C5 échec, roi H1, dame E2, on a décollé le roi de la protection de la tour, donc on menace dame prend tour mat, mais également dame prend pion mat. Et sur tour G1, bien sûr, le fou éliminera la tour et les problèmes de mat demeureront. Donc dans la position, après fou H3, il n'y a pas le choix, il faut prendre le fou. Et c'est ce qu'a fait Richard Rapport, bien sûr, il prend le fou. Et maintenant, dame G6 échec est joué. Roi H1, dame E4 échec, roi G1, dame G6 échec, roi H1, dame E4 échec. Vous comprenez, là, la position est en train de se répéter. Et si elle se répète 3 fois, c'est match nul, égalité. C'est la règle aux échecs. Alors, Richard Rapport réfléchit. Est-ce qu'il veut du match nul en revenant en G1 et en permettant dame G6, la 3e répétition de la position, ou est-ce qu'il joue F3 pour fermer la diagonale? Et là, Richard Rapport réfléchit. Réfléchit longtemps. Nepomniachtchi, pour l'instant, il n'a pas réfléchi. Très peu dans la partie, il a joué vite ses coups. Il est dans sa préparation, il connaît cette position. Il l'a certainement étudiée pour préparer son championnat contre Magnus Carlsen ou contre d'autres très forts joueurs. En tout cas, Nepomniachtchi connaît cette position, ça c'est certain. Mais Richard Rapport, lui, ne la connaît pas. Il réfléchit, et vous comprenez, le match nul arrangerait Jan Nepomniachtchi qui est en tête du tournoi, et ça lui permettrait tranquillement
de consolider sa première place, alors que Richard Rapport, qui est un peu derrière, doit se rattraper. Et là, les blancs, et souvent le match nul favorise celui qui a les pièces noires, parce que avoir les blancs aux échecs, c'est comme avoir le service au tennis, c'est un avantage aux mains d'un fort joueur. Et donc, Richard Rapport est joueur. Il est jeune, il est ambitieux, il va refuser la répétition de match nul. Il va jouer F3. Bon, alors on peut se dire, oui, mais de toute façon, c'était normal de jouer F3. Oui, mais Nepomniachtchi peut continuer l'attaque. Dame D3, attaque la tour. Bon, alors, roi G2, on défend. Dame G6, échec. Roi H1. Dame D3, attaque la tour. Ah, nouvelle proposition de répétition de coups. Si le roi revient en G2, on pourrait revenir en G6, et si la position se répète 3 fois, ça sera encore match nul. Nepomniachtchi joue toujours vite. Richard Rapport réfléchit. Et pour la deuxième fois de la partie, il va refuser la répétition de coups, et il va jouer cavalier D2. Mais après tout, on peut se dire, c'est normal. Les blancs ont une tour de plus. Avec cavalier D2, ils défendent tout. Pas de problème. On va gagner avec les blancs. Sauf que bien sûr, il y a un problème dans la position. C'est l'isolement de la dame blanche. Elle n'est pas encore totalement coincée puisqu'elle peut sortir, s'extraire de la position noire avec dame B7. Sauf que la présence de la dame en D3 permet de revenir en D7 et de subtiliser la dame blanche, la case B7. On menace maintenant de bouger le cavalier et d'attaquer la dame blanche. Alors Richard Rapport le savait ça. Il a joué cavalier E4. Bien sûr, il savait qu'après cavalier A6, il avait calculé quand il a refusé la proposition de match nul. Il avait anticipé le fait que sa dame se ferait piéger, mais qu'il pourrait troquer sa dame contre la tour. Et comme il a déjà une tour d'avance, ça permet de troquer la dame contre les deux tours. Dame prend échec, fou prend. Et là, il se développe avec fou F4. Il n'a pas voulu défendre passivement le pion d'H3, il préfère se développer, mettre en liaison ses tours. Le problème dans la position, bon, vous savez, deux tours habituellement, ça prend souvent son ascendant sur une dame. Quand les deux tours peuvent collaborer, attaquer ensemble des points précis dans la position, eh bien, la dame qui est toute seule a du mal à défendre contre l'attaque conjointe de deux pièces. Mais la dame peut prendre l'ascendant sur les deux tours quand le roi est exposé. Et c'est le cas ici. Le roi blanc a un abri corrompu. Son abri n'est pas sécurisé, n'a pas d'abri sûr. Et la dame, elle est très mobile pour créer tout un tas de menaces contre un roi. Donc dans cette position, c'est vrai que les blancs ont les deux tours, mais la présence de la dame et de la mauvaise sécurité du roi blanc fait qu'en réalité, c'est dangereux pour les blancs. Donc il y a eu dame prend H3. Donc, tour AD1, la tour sur la colonne. H6, c'est une petite case de fuite. Les noirs luttent contre deux tours, donc il faut faire une petite case de fuite, sinon on ne peut pas mobiliser le fou. Les blancs jouent fou G3 pour empêcher la dame de presser F3 et redonner liberté de mouvement à la tour F1. Et cavalier C5, avec l'idée que sur la prise, le fou reprend. Les blancs jouent tour 1. Vous comprenez, la dame noire, on avait dit qu'elle était un petit peu embêtante par rapport à un roi qui n'est pas très bien caché. Mais bon, si elle est toute seule, elle fera rien. Et donc, Nepomniachtchi va ramener son cavalier. Il va jouer cavalier E6 pour essayer de ramener du renfort, pour créer quelques menaces. Les blancs jouent A3, certainement qu'ils veulent jouer B4 pour contrôler la case C5, peut-être à un moment donné jouer C5 ou B5 pour créer un pion passé. Bref, les blancs mobilisent leur majorité de pions à l'aide d'âme pour essayer de créer un pion passé et essayer d'entraver le fou et le cavalier pour qu'ils ne puissent pas se positionner correctement. Et là, les noirs, ils jouent un coup très important. Pas facile à trouver, mais je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour essayer de réfléchir comment évoluer dans cette position. Comment aider un peu la dame noire à créer des menaces sur le roi blanc. Alors vous pouvez mettre la vidéo sur pause, à tout de suite. Est-ce que vous avez trouvé la suite? Ici, Jan Nepomniachtchi va jouer l'excellent coup H5. C'est la règle des trois pièces. Je me souviens de mon premier professeur d'échecs, Fabrice Moracchini. Il m'avait pris en cours et il m'avait expliqué la règle des trois pièces. C'est-à-dire qu'il fallait, pour attaquer un roi ou pour créer des menaces, essayer d'avoir trois pièces à l'attaque. En réalité, ici, on ne peut pas avoir trois pièces, mais on peut avoir trois unités de combat. C'est-à-dire que le pion H5, il va menacer de venir en H4. Il va aider au combat. D'abord, ça va repousser le fou pour essayer d'avoir accès et capturer le pion F3 sur échec. Mais même si le pion vient en H4, si la dame bouge et qu'il vient en H3, il va devenir très dangereux pour le roi blanc. Il va contrôler la case G2. Ça sera une dent du dragon.
ici, si on est capable de mettre après la dame en G2, ça sera mat avec un pion en H3. Donc le pion H a une vraie valeur de combat ici. Alors, que va jouer Richard Rapport? Il va jouer tour D3, c'est normal. Quand il y aura H4, il faut que le fou soit capable de bouger pour défendre le pion en F3. Et ici, il faut toute la précision de Jan Nepomniachtchi pour comprendre que H4 ne doit pas être joué immédiatement. Si on joue H4 immédiatement, les blancs jouent cavalier F2, ils repoussent la dame, et après ils pourront s'emparer du pion H4 parce que la dame ne peut pas partir en protégeant le pion H4. C'est pourquoi, ici, il ne joue pas H4 tout de suite, il joue d'abord dame F5. Alors, les blancs jouent B4. Et maintenant, H4 est joué. Et pourtant, vous allez me dire, oui, mais la dame ne protège pas le pion H4. Le fou peut prendre. Oui, mais si le fou prend, il est dévié de la case F4 pour que le cavalier puisse s'associer à la dame et créer un duo particulièrement collaboratif. On sait que dame et cavalier, c'est un duo d'attaque très dangereux, surtout quand on attaque un roi faible. Par exemple, sur fou prend H4, alors c'est pas ce qui a été joué dans la partie, hein, mais sur fou prend H4, il pourrait y avoir cavalier F4, attaque la tour, mais vient contrôler la case G2. Ça, c'est important. Par exemple, si la tour vient en E3, il y aura dame H3 qui menace dame G2 mat et qui attaque le fou. Donc les blancs vont perdre du matériel. Alors on pourrait se dire, oui, mais sur l'attaque de la tour, elle peut venir en D2 ici. Mais il y aurait dame H5 qui attaque le fou et qui menace dame prend F3 échec. Et si la tour revient en F2, il y a le cavalier qui contrôle. Et sur dame prend F3 échec, roi G1, on aurait cavalier H3, échec et mat après. Magnifique, magnifique duo d'attaque. Alors, dans la position après H4, on comprend que le fou ne peut pas prendre pour ne pas laisser la case F4 au cavalier. Et donc le fou, il va aller en B8 pour attaquer le pion A7, pour essayer de gagner encore un pion. Bon, en réalité, il ne pourra pas prendre le pion A7 parce que ça abandonnerait le contrôle de la case F4. Et puis de toute façon, Jan Nepomniachtchi n'en a cure de son pion A7. Lui, ce qu'il veut faire, c'est continuer à mettre le roi blanc en danger. Et donc, cavalier G5 est attaqué avec la double attaque sur le pion en F3. Bon, les blancs jouent tour E3 et laissent le pion en F3. Alors bien sûr, ils tendent un piège qui n'est pas de niveau de Jan Nepomniachtchi qui va évidemment pas tomber dedans. Si on fait cavalier prend F3, il y aurait tour F1. Le cavalier est attaqué doublement, cloué, ça perd une pièce. Donc, après tour E3, eh bien, Nepomniachtchi va plutôt prendre le cavalier, pion prend, et la disparition du pion F2, l'éloignement, l'écartement du pion F2 de la protection du roi blanc va permettre à la dame noire d'accéder maintenant à la deuxième rangée, de jouer dame F2, avec l'idée H3 et dame G2 mat. On peut se dire c'est long, mais quand H3 est joué, la tour ne peut pas prendre, parce qu'on prendrait la tour en E1. Donc les blancs, il faut qu'ils pensent déjà à se défendre face à cette menace. Alors ils jouent H3 eux-mêmes. Et là, fou E7, c'est toujours la règle des 3 unités de combat. On a le pion, on a la dame, il faut le fou. L'idée c'est de jouer fou G5. Parce que la tour, elle ne peut pas s'éloigner sur la 3e rangée parce que ça gagnerait la tour en E1. Donc sur fou G5, il faudrait venir en E2. Mais venir en E2 permet dame F3 échec. Et puis l'attaque du pion et du roi. Alors les blancs reviennent en H2 pour se défendre. Mais fou G5 attaque la tour. Alors on a compris, si la tour recule en E2, on a dame F3 échec. Et on gagne le pion H3. Donc la tour ne peut pas reculer en E2, et elle ne peut pas partir sur la 3e rangée parce que ça perdrait la tour en E1. Donc les blancs, ils vont jouer un coup intermédiaire, ils vont jouer fou G1, ils attaquent la dame qui s'écarte en D2, et maintenant ils peuvent reculer leur tour en E2. Mais il y a dame D3 qui revient, attaque A3, mais ça on s'en fiche, en réalité on attaque surtout H3 sur échec. Alors les blancs jouent fou E3 pour intercepter l'attaque sur le pion H3, mais déjà on pourrait prendre le pion E4 sur échec, mais les noirs vont même encore mieux jouer, ils vont jouer fou F6. De toute façon, le pion E4 est attaqué, et si le fou bouge, ce qui s'est passé dans la partie avec fou prend A7, c'est le pion H3 qui tombe. Donc, dame prend H3 échec. Le roi vient en G1, dame G3 échec, que le roi vienne en F1 ou en H1, maintenant le pion passé H va avancer. Roi F1 a été joué, et après H3, les blancs reculent le fou en G1. Il faut essayer de comprendre la configuration défensive qu'essayent de mettre en place les blancs. La tour empêche le mat en G2, le fou et la tour empêchent la progression du pion passé, les deux tours contrôlent et protègent le pion en E4. Donc on se dit, bah finalement, on arrive à tenir défensivement, et puis là-bas on a 3 pions contre 1, on va peut-être essayer de créer un pion passé pour essayer d'éloigner le danger, que les pièces noires soient repoussées. Sauf que là, fou H4 est joué. Et c'est l'abandon des blancs. Et oui, on menace dame F3.
Et ça, les blancs, ils savent pas bloquer cette menace terrible. On menace dame F3, échec. Parce que si le fou vient en F2, c'est dame G2 mat. Et si la tour vient en F2, on peut prendre. Et après fou prend, le pion vient en H2 et on va bientôt faire mat ou promotion, bien sûr. Donc, comment éviter ici le coup de dame F3? Si on joue dame E3, il y aura tour E3, pardon, il y aura dame G2 mat, donc on peut pas. Si on joue tour F2, je suppose qu'on peut jouer dame D3 échec. Si la tour vient en E2, cette fois-ci dame F3 est le coup gagnant, comme on l'a vu. Et si joue tour E2, eh bien, on peut prendre la tour. Donc, ça ira pas pour les blancs, ça. Par exemple, après fou prend. Si elle prend du fou, le pion H2 peut avancer et le roi ne peut pas intervenir contre ce pion parce qu'il y aurait la perte de la tour. Donc il faudrait prendre du roi, ce qui empêche le fou de jouer. Et puis après on peut prendre le pion C4 ou jouer dame D4 échec. Et on va avoir du matériel supplémentaire et le roi blanc continue à être faible. Et ça, Richard Rapport a compris qu'il n'arriverait pas à tenir cette position contre un joueur de la force de Jan Nepomniachtchi. Alors pour moi, la position de la partie, c'est celle-là. C'est vrai que dans cette position, les blancs ont une qualité de plus, un pion de plus, mais leur dame est excentrée. Et les noirs possèdent le seul fou de case blanche. Et ils vont tout de suite livrer combat sur les cases blanches en mangeant fou H3 en menaçant dame G2 mat. Alors, Richard Rapport a pris, on a eu les échecs, et c'est vrai que là, Jan Nepomniachtchi, eh bien, il se contente de répéter les coups pour essayer de trouver un match nul. Pourquoi? Parce que il est en tête du tournoi, donc ça renforce sa première place. Et puis, avec ce match nul, vous comprenez, il avait les pièces noires. Et souvent, avec les noirs, c'est plus difficile de gagner. Donc, il sait qu'il aura d'autres parties avec les blancs où il pourra jouer plus facilement pour le gain. Richard Rapport est en retrait dans ce tournoi. Il n'est pas mal placé, mais il n'est pas en tête. Il a besoin de gagner. Il veut gagner ce tournoi de candidat. Il est jeune, il a de l'ambition. Et donc, il va refuser le match nul en jouant F3. Il va même refuser un peu plus tard. Donc on peut saluer sa combativité, même si ça n'a pas été payant pour lui, mais bon, dans d'autres parties passées, sa combativité lui a permis de gagner pas mal de parties. D'ailleurs, ça le rend très dangereux. Mais vous comprenez, dans cette position, le problème, c'est que Richard Rapport ne connaissait pas cette position, alors que vraisemblablement, Jan Nepomniachtchi savait que les Blancs devaient prendre le match nul, sinon la position était trop délicate à gérer pour eux, notamment par rapport au fait que le roi blanc n'a pas d'abri sûr. Voilà, donc il ne jouait pas tout à fait avec les mêmes armes dans ces parties. Un joueur connaissait la position et pas l'autre. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé ce combat et on se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures. À demain!